Bienvenue dans cette salle virtuelle où nous allons commencer notre formation en deuxième partie sur les qualités d'un leader. Comme j'avais dit la fois passée, un leader, c'est cette personne qui connaît le chemin, cette personne qui suit le chemin et cette personne qui montre le chemin. Et donc, en tant que leader, il faudra prendre cela en compte, prendre en compte le fait que le leader, c'est celui qui vraiment est en train de pouvoir créer le dynamisme, faire en sorte que les choses aillent de l'avant. La fois passée, nous avons donné 6 qualités de leader. J'avais dit qu'il y en avait 21 qualités que j'ai épinglées. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie parce que nous n'allons plus définir le leader, nous n'allons plus définir le leadership. Maintenant, là, nous passons directement aux qualités suivantes. Alors, puisque nous passons aux qualités suivantes, la première, donc, pour nous, c'est vraiment la septième qualité de leader, d'un leader, c'est le discernement. Le discernement, il faut toujours en parler parce que le discernement est très important à ce niveau ici pour quelqu'un qui veut être un leader, pour quelqu'un qui est déjà un leader. Et lorsqu'on parle de discernement ici, il faut voir ici l'aptitude qu'on a à l'aptitude qu'on a à voilà. Donc, c'est l'aptitude qu'on a à découvrir justement la cause d'un problème. Le discernement, c'est l'aptitude qu'on a à découvrir la cause d'un problème. Pourquoi la cause d'un problème? C'est tout simplement parce qu'un leader qui découvre la cause d'un problème, c'est un leader qui saura comment résoudre ce problème. Dans la pratique du leadership, lorsqu'on est devant les autres, lorsqu'on conduit d'autres personnes, il peut y avoir qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des questions à résoudre. Il y en a toujours. Et c'est à ce niveau ici que le leader fait preuve de cette capacité à découvrir la cause d'un problème pour le résoudre. Et ça, c'est important. Alors, comment il va se servir de discernement? Parce qu'on parle seulement du discernement. Le discernement, c'est cette, je peux dire, cette perspicacité, cette capacité à découvrir la cause première d'un problème en se servant, je peux dire, de l'intuition et aussi de la pensée rationnelle, c'est-à-dire il y a le fait qu'il faut se servir du côté se servir de son côté rationnel, mais aussi se servir de son côté intuitionnel, si je peux dire comme ça. L'intuition et la pensée rationnelle vont se mettre ensemble. Et ça va aider un leader à pouvoir résoudre les problèmes. Ça va aider un leader à pouvoir faire les choses différemment. Voilà un peu ce que nous pouvons dire et ce qui peut changer les choses. Alors, euh, ici, c'est justement pour montrer que lorsqu'on est un bon leader, un leader efficace, il faut savoir faire preuve de l'utilisation de son intuition, mais aussi de la pensée rationnelle, le raisonnement rationnel. Les deux vont permettre à ce qu'on puisse être un leader efficace, un leader, comme on dit, éclairé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît la cause d'un problème, il faut vite agir pour résoudre ce problème, trouver une solution. Et on trouve une solution en se servant de la pensée rationnelle et on se sert aussi de son intuition. Les deux vont ensemble. Et donc, le discernement, c'est vraiment une qualité indispensable pour tout leader qui désire vraiment maximiser son efficacité. Et ça, il n'y a pas, il n'y a pas à douter là-dessus. On en a toujours besoin.
Un leader est toujours prêt à résoudre rapidement un problème et il doit vite agir. Et quand il faut vite agir, le discernement doit être pris en compte. Et le discernement sera pris en compte lorsqu'il se sert de son intuition et aussi de son raisonnement logique. Et ça, c'est très, très, très important. Comment il peut y arriver? Évidemment, il peut toujours évidemment voir dans quelle mesure les choses peuvent avancer avec ce que lui fait, mais peut-être il y a des gens d'un moment à un autre ont eu des difficultés et se posent des questions. Est-ce que je suis vraiment un leader plein de discernement? Est-ce que il vous est arrivé de vous confronter à des problèmes complexes? Moi, je peux le dire, on est un leader qui commence à avoir des grandes équipes, alors les problèmes complexes commencent à venir. Et lorsqu'on n'a pas encore une grande équipe, on peut avoir des difficultés à résoudre, mais le leader qui a une grande équipe doit vraiment avoir la capacité de résoudre des problèmes qui peuvent arriver avec leur complexité. Et c'est ici que le leader se pose la question, est-ce que je suis plein de discernement? Est-ce que quand je suis confronté aux questions complexes, est-ce que j'arrive facilement à déterminer où est la cause d'un problème? Quel est le cœur du problème? Est-ce que quand je suis un leader, je suis capable de discerner les causes, comme je viens de dire, des problèmes complexes? C'est vraiment des questions comme ça auxquelles on se pose. Est-ce que moi, en tant que leader, j'ai confiance à mon intuition? Il y a des gens qui ne font pas attention à l'intuition et c'est très dangereux. Nous devons être conscients que nous avons de l'intuition et que nous devons aussi faire confiance à notre intuition. Autant que je fais confiance à mon raisonnement logique. Les deux vont aider à ce qu'un leader puisse arriver à résoudre des problèmes complexes. On est leader, on doit résoudre des problèmes en faisant preuve de discernement. Voilà. Et donc, c'est ici que lorsqu'on se pose ce genre de questions et qu'on se dit, bon, je dois améliorer maintenant mon discernement, on se dit, ce sera comment? Comment je vais améliorer mon discernement? Voilà, là, j'ai donné trois pistes de solutions. Comme j'aime le dire, au cours des formations comme ça, nous plantons des graines avec lesquelles vous allez approfondir les choses pour pouvoir, à votre niveau, aller de l'avant, évidemment. Premièrement, il faut analyser vos succès antérieurs parce que vous voulez améliorer votre discernement. Analysez d'abord vos succès antérieurs. Comment ça s'est passé? Et surtout, vous avez connu des succès en résolvant un problème quelconque. Est-ce que vous étiez arrivé à résoudre, disons, à trouver la cause première de chaque problème résolu? Si vous dites oui, OK. Alors, posez-vous la question, comment vous avez fait pour pouvoir détecter la source, la cause première d'un problème que vous avez résolu? Ce problème peut être un problème en dehors du business. Ce problème peut être un problème dans le business qui était lié peut-être à atteindre 4 points caisse en dernière minute. Comment vous avez résolu cela? Comment vous avez pu détecter la cause du fait que vous étiez vraiment en retard? Comment vous avez détecté, etc., etc. Et ça, c'est un exercice qu'il faut toujours faire. Et quand vous analysez cela et que vous vous rendez compte que vous étiez en mesure de pouvoir le faire, ça veut dire que vous pouvez encore le faire dans l'avenir. L'approche que vous avez utilisée à le faire, à trouver la cause d'un problème passé, peut être la cause que vous utilisez pour résoudre un problème, pour détecter plutôt, disons, peut être l'approche que vous utilisez pour détecter la cause d'un problème à l'avenir. Donc, la manière dont vous avez fait les choses avant peut être utilisée pour l'avenir de la même façon. Parce que, comme on dit, l'expérience de ce qui a marché
doit être reproduit. Dans l'avenir, utiliser la même approche. Ensuite, il faut apprendre à déchiffrer la pensée des autres. En fait, il s'agit ici de non pas de déchiffrer la pensée des autres en allant lire dans leur mémoire, mais il s'agit ici d'étudier la biographie des grands leaders. Comment se comportent les grands leaders? Choisissez un grand leader, étudiez sa biographie, peut-être un livre qu'il a écrit sur lui, etc. Étudiez sa vie. Quand vous étudiez la vie d'un grand leader, vous allez détecter comment ce leader agit, comment ce leader a l'habitude de réfléchir. Et cela va vous permettre, en le connaissant, de comprendre quelle est l'approche qu'il utilise pour pouvoir résoudre des problèmes, détecter la cause d'un problème et arriver à le résoudre. Troisième chose pour améliorer le discernement, c'est être à l'écoute de votre intuition. Je n'ai pas dit ici, je n'ai pas parlé de votre raisonnement logique parce que c'est ce que c'est ce que nous utilisons beaucoup, nous nous en servons tout le temps, mais alors il faut aussi être à l'écoute de votre intuition. Essayez par exemple de vous rappeler toutes les fois où votre intuition vous a parlé. Est-ce que vous pouvez vous mettre et vous dire, ah, à tel moment, vraiment mon intuition m'avait parlé et j'étais arrivé à résoudre le problème tel. Si vous vous rendez compte qu'il y a eu des moments où votre intuition vous a parlé et que vous en êtes conscient, qu'est-ce que vous allez faire? Analysez comment ça s'est passé, de sorte que vous soyez plus attentif dans l'avenir à capter le message de votre intuition et à pouvoir vous en servir. C'était sous quelle forme? C'était parfois c'est sous forme d'une voix, parfois c'est comme une intelligence, comme une lumière qui vous éclaire, une intelligence qui vient directement. C'est peut-être etc. N'importe comment, c'est vous qui pouvez vous dire, voilà, moi, quand c'est mon intuition qui parle, c'est à tel moment, c'est dans telle circonstance que généralement ça arrive, et donc vous serez plus attentif dans l'avenir. Pourquoi je dis tout cela? C'est tout simplement parce que j'ai dit que le discernement, c'est l'utilisation de votre raisonnement logique, mais aussi l'utilisation de votre intuition. Les deux vont ensemble. Vous n'allez pas dire que le raisonnement logique suffit pour pouvoir détecter la cause d'un problème et arriver à le résoudre. Vous n'allez pas dire non plus que l'intuition suffit. Les deux vont vous aider. Et alors, si vous n'êtes pas conscient qu'à un moment ou un autre dans la vie, votre intuition vous a parlé, essayez de vous rappeler pour que cela vous aide à pouvoir vous en servir. On dit toujours, j'ai rencontré un jour un monsieur, je vais peut-être raconter cette histoire, un monsieur à l'aéroport, moi je voyageais, je crois que j'allais à Arizona lors de la formation accélérée. Ces messieurs m'avaient frappé. Je les trouvais, ils étaient en groupe, en équipe, en train de, voilà, de parler entre eux, et puis après je l'ai abordé. Nous avons commencé à échanger. Ah, messieurs, vous, c'est comment, etc. Ils m'ont parlé de leur business et le monsieur me dit, la grande leçon que j'ai retenue de mon père en matière de business, c'est que je dois toujours écouter mon intuition. C'est-à-dire, dès que je sens que mon intuition me parle, je dois toujours écouter et suivre cela. J'étais très frappé parce que moi, je n'étais pas conscient de cet aspect de choses, mais quand il m'a dit, ça m'a servi. Et moi aussi, je me suis dit, OK, donc il faut commencer à faire les choses de cette façon. S'il a retenu cette leçon de son père, qui avait déjà de l'expérience dans le business, il a transmis à son fils, ça veut dire que je dois profiter de cette leçon. Et donc ici, c'est l'occasion pour moi de dire, profitez aussi de cette leçon. Soyez conscient que votre intuition peut vous parler et dans quelles circonstances généralement ça arrive pour que vous soyez le leader plein de discernement. Le leader plein de discernement se sert de son intuition et de son raisonnement logique parce qu'il doit avancer. Ça, c'est très important. Je vais vous raconter une histoire.
Vous savez, la Suisse est connue jusqu'aujourd'hui comme étant un pays qui a eu une très grande réputation par rapport aux montres. Évidemment, certains me diront le chocolat, mais c'est aussi la fabrication des montres. Pendant des années, la Suisse a été un pays où, je peux dire, 80 qui pourvoyait au monde entier 80% des montres. Et les meilleures montres étaient des montres suisses. Nous savons les grandes marques aujourd'hui comme Rolex suisse. Voilà qu'il y a eu un moment, un ingénieur, je crois vers les années 50 ou 60, un ingénieur suisse est allé voir des fabricants, des grandes maisons pour leur dire, voilà, j'ai mis au point, j'ai inventé une autre marque, une autre forme de montre. La Suisse, dans l'aveuglement, disons ces sociétés, ces grandes marques, dans l'aveuglement de leur succès, se sont dit, ça, on ne s'en sert pas. L'autre dit, non, il ne faut même pas venir ici. Va chez d'autres et dit, non, 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 n'ose même pas entrer parce que nous n'avons pas besoin. Donc, tout le monde a rejeté cette nouvelle façon de fabriquer une montre. Le monsieur s'est rendu compte qu'il était tellement convaincu de ce qu'il avait fait qu'il s'est dit, je vais ailleurs. Il est allé au Japon. Il a présenté ça à une compagnie japonaise. La compagnie japonaise a pris la marque, a commencé à fabriquer des montres. Donc, je ne sais pas quel contrat ils ont eu. Aujourd'hui, ces montres avaient une touche digitale que les montres suisses n'avaient pas. Et la marque, c'est Seiko. Les montres Seiko sont connues. Nous, les années 70, les années 80, parce que ce sont des années de notre enfance et jeunesse, nous savions que les meilleures montres, c'était des montres Seiko. On ne savait même pas que les montres suisses avaient une grande renommée avant. La touche digitale qui s'est ajoutée dans les montres Seiko a fait qu'aujourd'hui, 80% des montres sont des montres ayant une touche digitale, c'est-à-dire des montres électroniques, même quand c'est à aiguille. Et les montres suisses, où est-ce qu'on en est? Voilà, c'est comme ça que le discernement peut nous passer. C'est-à-dire, à un moment, vous pouvez faire vraiment, par une mauvaise appréciation, manquer de discernement et faire passer une opportunité. Et quand l'opportunité passe, c'est fini. J'ai eu des leaders, je peux raconter aussi, hein, parce que ce n'était pas un cas. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 cas comme ça. Des leaders qui sont en train d'évoluer. Et moi, comme je suis toujours en train de suivre mes leaders, je me rends compte que ces leaders, s'il ajoute un peu plus d'engagement dans son activité, il finira le mois par une qualification de niveau supérieur. Compte tenu de la tendance de ses points caisses, compte tenu de l'activité qui s'est faite dans son équipe, et lui-même était un peu distrait parce qu'il ne suivait pas qu'il allait se qualifier. Et j'ai dit, j'avertis toujours comme d'habitude, regarde les choses qui se passent. Dans ton équipe, observe bien. Et toi, de ton côté, ajoute de l'engagement personnel. Parce que pour moi, je peux te confirmer que c'est le moment pour toi de te qualifier. C'est le moment pour toi de passer au niveau supérieur. Je ne vais pas dire lequel. J'ai connu comme ça un leader. Je lui ai dit, regarde bien, sinon tu rates l'occasion et ce sera peut-être l'unique occasion qui ne reviendra pas de sitôt. Le leader rigole encore. J'ai dit, je ne suis pas en train de blaguer. Le leader rigole et il ne se qualifie pas. Il ne se qualifie pas. Il pensait que le mois prochain, il allait le faire
il a commencé à regretter. Et depuis qu'il regrette, ça fait plus d'une année qu'il est en train de regretter d'avoir raté cette occasion de se qualifier. Le discernement, c'est là où l'intuition agit aussi. J'ai vu un autre leader de la même façon. Je lui ai dit, regarde ce qui se passe dans ton équipe. Les gens sont en train de bouger. Et si tu ne fais pas attention, bientôt tu seras manager non reconnu. Il se réveille. Heureusement, pour un leader comme celui-là, il me pose la question, que dois-je faire? J'ai dit, voilà, fais 1, 2, 3, 4, 5. Rentre vite, engage-toi à plein temps, régime, et va à fond, parce que c'est l'occasion pour toi de te qualifier, et le leader se qualifie. Il n'a jamais compris, mais il s'est qualifié parce il est allé presque aveuglément en suivant mes instructions. C'est à ce niveau ici que l'intuition vient accompagner le raisonnement logique, le discernement. Très important. Regardez toujours ce qui se passe autour de vous. Vous allez peut-être comprendre que c'est ici l'occasion de pouvoir agir. Analysez vos succès passés. Comment vous étiez en train de résoudre des problèmes? Comment vous détectiez la cause des problèmes? Regardez les leaders qui font la même chose. Comment ils se servent de leurs intuitions? Comment ils se servent de leur discernement? Et vous, à votre niveau, soyez toujours à l'écoute de votre intuition. Ça, c'est le discernement qui fait le leader. Ça, c'est à ce niveau ici qu'un leader fait preuve de beaucoup de discernement. Voilà que nous allons encore à fond. La qualité qui suit d'un leader, c'est la concentration. Comme nous disons, le focus. Le focus, parfois on nous posait des questions, je me rappelle, c'est quoi le focus? Mais ça n'a pas d'autre mot que la concentration. La concentration, c'est très important pour un leader. La concentration, c'est quelque chose qui fait la différence d'un leader. Un leader qui est concentré, c'est un leader qui met ensemble l'analyse de ses priorités et la concentration. Il devient efficace automatiquement parce qu'il met ensemble priorité et concentration. Il y a des gens qui connaissent leurs priorités, mais ne se concentrent pas. Ils ne peuvent pas arriver à des bons résultats. Il y a d'autres qui négligent la priorité, mais qui se concentrent. Qu'est-ce qui va arriver? Ils se concentrent sur des tâches secondaires. Tu ne connais pas la priorité, tu te concentres sur des tâches secondaires. Tu connais la priorité, mais tu ne te concentres pas. Tu ne seras pas efficace. Mais lorsque tu connais la priorité et que tu te concentres au même moment, tu passes avant tout et tu deviens un leader efficace. Et nous voulons, à ce niveau ici, par rapport à cette formation, que vous soyez des leaders efficaces. Non seulement parce que vous devez conduire des équipes, mais vous devez être suffisamment armé des qualités qui vous permettent d'aller de l'avant. Si vous êtes un leader et que vous avancez, pendant que vous conduisez les autres, c'est le fait pour vous d'être concentré. Le fait pour vous d'avoir identifié les priorités et de vous concentrer qui fera la différence. La question importante, c'est de savoir sur quoi devriez-vous vous concentrer, mettre votre temps, mettre votre énergie. Et c'est justement ça qui fait la concentration. Nous avons suivi dimanche l'événement avec les GLT. Je crois que ceux qui ont suivi en ligne, moi j'ai vraiment suivi en ligne avec les GLT. Il y a eu vraiment, j'étais content. Forever a fait quelque chose de très grand. À partir de Dubaï, nous avons suivi en ligne. Beaucoup de leaders sont passés, vous savez, vous les connaissez,
la Botswanaise qui a en 2 ans est devenue GLT, j'ai oublié son nom. Il y a eu Miklos, il y a eu des grands leaders comme Jane Leach, il y a eu des grands leaders, l'autre, l'allemand, là, le jeune allemand, et vraiment des leaders. Kobil Etselekou est passé, Rolf Kip est passé, Miklos, le Kazakhstanais, je pense, le Kazakh, ou je ne sais pas comment on les appelle, ils sont passés. Miklos collectionne les véhicules de luxe. Ça fait 20 ans que Miklos est toujours dans les Chairman's Bonus. Il m'avait impressionné. Et vous avez Rolf Kiff qui est passé aussi. Et je voudrais ici justement dire quelque chose que j'ai retenu de Rolf Kipp. Rolf Kipp a dit ceci: les gens oublient, les FBO que nous sommes, ils oublient que normalement, s'ils doivent se concentrer, ils doivent savoir qu'est-ce qui ajoute un bonus à leur business. Évidemment, mes chers amis, ce qui ajoute le bonus à notre business, ce sont les challenges. Il y en a qui vont me dire, oui, mais en parlant des challenges, nous, on n'est pas manager, comment on va parler de challenge? Non. Rolf Kipp a dit ceci: quel que soit le niveau où vous trouvez, vous devez vous concentrer sur les challenges. Je ne voudrais pas, il dit, beaucoup se trompent en se concentrant sur l'évolution dans le plan marketing, c'est-à-dire devenir animateur, manager. Non, il faut se concentrer sur le challenge. À ce moment-là, devenir animateur, manager deviennent des étapes qui vont faire votre challenge. Mais alors, un FBO qui veut le succès doit absolument se concentrer sur le challenge. Il y a le challenge Eagle qui est en cours. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je fais vite, je deviens manager et je me lance dans ce challenge. Il y a un autre, je donne un exemple, un animateur adjoint qui vient de commencer et à qui on parle des challenges. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire simplement, je peux travailler sur mon Forever to Drive. Un animateur adjoint peut faire 50 points caisse en un mois, pourquoi pas? C'est sa volonté de travailler qui peut donner ces résultats-là. Et quand il se donne, il fait 50 points caisse en un mois. Pour lui, devenir animateur, c'est déjà dépassé. Le plan qui va suivre, c'est faire 100 points caisse. Et quand il aura fait 100 points caisse, devenir manager, c'est déjà dépassé. Il est focus, concentré sur son challenge. Et ici, vous et moi, on est FBO. Quelle est notre priorité en tant qu'FBO? C'est là où j'ai découvert que chez Rolf Kipp, c'est ce qui ajoute le bonus. Je répète, ce qui ajoute le bonus à notre business, ce n'est pas ce que nous gagnons chaque mois, mais c'est ce que nous gagnons chaque année. Je vais le démontrer parce que j'ai compris ce message de Rolf Kipp. Il n'avait pas dit ça, mais je voudrais le démontrer comme je parle de la concentration. Un leader, manager ou animateur, mettons même animateur adjoint, qui se concentre à faire directement son challenge Eagle. Je parle d'Eagle, animateur adjoint, mais qui regarde le challenge Eagle. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se donner à fond parce que le challenge Eagle compte à partir du moment où on devient manager. Avant ça, les points caisse ne comptent pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se concentrer à fond pour passer les étapes avant de devenir manager et devenir manager. Et en faisant ça rapidement, ce leader va absolument être au-dessus de la moyenne par rapport à son bonus mensuel. Il y a un bonus par rapport à ce qui va s'ajouter dans ce mois. Il ne sera pas dans les bonus moyennes de son niveau. S'il est animateur, il pourrait peut-être en un mois gagner peut-être 900, plutôt animateur adjoint. Il y a des animateurs adjoints que j'ai vus qui ont gagné 800 $ directement, 1000 $ le premier mois. Parce qu'il a parrainé, il a fait directement une grande équipe et il est passé. Et s'il veut maintenant, puisqu'il est concentré sur le challenge, il va travailler sur cet élément. En tant qu'animateur, il aura aussi un bonus supérieur au bonus de son niveau.
Même quand il devient manager, il aura un bonus supérieur au bonus de son niveau. C'est ça, le bonus dont parle Rolf Kipp. Et je voudrais insister sur cet élément parce que j'ai parlé ici des priorités et des concentrations. J'ai dit, il faut à la fois identifier ses priorités, mettre ses priorités devant soi et se concentrer de manière à ce que les deux aillent ensemble. On devient efficace. Et nos priorités, je peux vous le dire, même si je pourrais toujours continuer à parler de manager, de ceci, Rolf Kipp l'a défini, dit, il faut se focaliser sur les incentives, donc les challenges. Un leader qui se focalise sur les challenges a un bonus sur ce que lui apporte son business. Ce sera le chairman's bonus, ce sera le bonus par rapport au revenu d'un manager aigle, etc., etc. C'est là que les choses se passent. Alors, si vous rencontrez, parce que moi j'ai rencontré un manager, par exemple, qui dit que lui n'est plus dans les challenges, alors moi je vais lui dire, tu as arrêté ton business sans le savoir. Parce qu'un manager est toujours dans les challenges. Même si à la fin, il n'arrive pas à réaliser son objectif, il doit être toujours dans un challenge. C'est pour ça qu'on est manager. Et c'est avec ces challenges qu'on bâtit les équipes. C'est ça notre priorité. Et si nous ajoutons la concentration, nous sommes efficaces. Alors, comment on peut y arriver? C'est ici que je voudrais que nous puissions parler de comment améliorer la concentration. Premièrement, concentrez votre attention sur vos points forts. Quels sont vos points forts? Mettez 70% de votre temps sur vos points forts. Ici, je voudrais dire les points forts en tant que les points, les activités, les capacités que vous avez qui vous permettent d'être le plus productif possible. C'est-à-dire, mettez 70% de votre temps ou même de votre énergie sur les activités, sur les capacités qui vous rendent le plus productif possible. Est-ce que vous êtes productif en vente? Est-ce que vous êtes productif en parrainage? Est-ce que vous êtes productif en one-to-one? Est-ce que vous êtes productif dans une salle de POA? Est-ce que vous êtes productif quand vous allez rencontrer les marchés chauds? Est-ce que vous êtes productif quand vous faites le porte-à-porte? Est-ce que vous êtes productif quand vous présentez un produit et tout de suite après la présentation du produit, vous parrainez? Il y a des gens qui présentent les produits et racontent une histoire et parrainent. Est-ce que l'autre peut présenter l'entreprise, etc. Qu'est-ce que vous pouvez identifier comme capacité pour être productif? Mettez de l'énergie dedans, mettez du temps dedans. Alors, concentrez 25% de votre temps sur les choses nouvelles. Pourquoi? Parce que nous devons évoluer, parce que nous devons aller de l'avant. Les choses nouvelles, les nouvelles habitudes, les nouvelles activités, ce que je n'ai jamais pratiqué, je peux y mettre encore aussi du temps, de l'énergie, 25%, pour que je continue à évoluer et que je ne reste pas au même niveau. Est-ce que je pratique un leadership? Est-ce que j'exerce mon leadership vis-à-vis de mes filleuls? C'est quelque chose de nouveau. Alors, mettez 25% de votre temps pour commencer à développer vos capacités, vos qualités en tant que leader. Concentrez maintenant 5% de votre temps, de votre énergie sur vos points faibles. Ce qui fait vos points faibles, c'est là que vous devez mettre de l'énergie. Peu d'énergie, parce que ça va vous aider à vous améliorer. Vous travaillez sur votre amélioration dans la situation de vos points faibles. Mais vous n'y mettez pas beaucoup de temps. Sinon, si vous y mettez beaucoup de temps, vous serez moins productif. Vous travaillez sur vous pour améliorer vos points faibles, mais vous y mettez peu de temps. 5% de votre temps. Et la dernière chose que je voulais dire ici, c'est créer votre propre cadre. Créez votre cadre. C'est-à-dire, posez-vous la question, de quoi vous avez besoin pour accéder au challenge aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous faut? Quels sont les outils? Quelles sont les approches que vous devez mettre en place pour y aller? Vous êtes un leader.
Pour améliorer votre concentration, il faut que vous vous posiez ce genre de questions. Listez ce dont vous avez besoin pour accéder au challenge et aller de l'avant. Si vous remarquez que vous-même, vous n'avez pas de concentration, pas beaucoup de concentration, la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez travailler sur vous-même. Vraiment, si vous vous rendez compte que vous êtes un leader, vous n'avez pas beaucoup de concentration, comme certains me disent, la concentration est très importante pour un leader, alors travaillez sur vous-même. Parce que vous-même, vous pouvez être votre plus grand avantage ou votre plus grand désavantage. Si vous voulez vous concentrer, travaillez sur vous-même. Deuxièmement, travaillez sur vos priorités. Cherchez quelles sont vos priorités. Quelles sont vos priorités aujourd'hui? Troisièmement, cultivez vos forces. Mettez du temps dans vos forces. Évoluez avec ça. Autre chose que vous devez faire, c'est qu'il faut travailler avec les autres. C'est un peu ce que je dis, créer un cadre. Travailler avec les autres. Vous ne pouvez pas avancer seul. Quels sont les filleuls avec qui vous pouvez travailler? Quels sont les filleuls avec qui vous devez évoluer? Ce n'est pas tous les filleuls, rassurez-vous, hein, ce ne sera jamais tous les filleuls. Mais alors, identifiez les filleuls avec qui vous devez faire les choses. Hier, on en a parlé avec Dr Paul à la fin de la POA. Je lui ai dit non, il faut les laisser. Concentrez-vous sur tel qui est venu, concentrez-vous sur tel autre qui est venu et les trois qui sont venus, ou je ne sais pas, les quatre. Travaillez avec eux. Et vous allez voir la différence peut se créer avec le peu de filleuls avec qui vous travaillez. Vous mettez de l'énergie, vous mettez vous les aidez suffisamment. Vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur vos priorités, vous travaillez sur vos forces, vous cultivez dans vos forces, vous allez travailler sur vos filleuls avec eux et vous les développez et vous allez voir que vous n'irez pas seul et vous allez devenir quelqu'un de différent. Et ça, c'est très important, mes chers amis. C'est très important ce que je dis ici, parce que parfois nous perdons beaucoup en productivité à cause de la concentration. Il y en a qui connaissent même leurs priorités. Écoutez, moi, ma priorité, vraiment, par rapport à mon objectif proche, maintenant, ma priorité, c'est totaliser autant de points caisse. Mais il y a manque de concentration et ils n'arrivent pas à obtenir le résultat. Ce n'est pas de la faute à qui que ce soit. Vous pouvez être votre grand avantage. De même, vous pouvez être votre grand désavantage. Faites en sorte que vous soyez votre propre grand avantage. Et ici, je ne sais pas pourquoi je vais insérer encore Rolf Kipp, parce que les enseignements de Rolf Kipp étaient d'une très grande valeur. Rolf Kipp a dit ceci: prenez 100% de responsabilité. Waouh! Nous en avons toujours parlé. Et Rolf Kipp a dit, tout ce que vous allez dire sur votre parrain ou votre marraine, tout ce que vous allez dire sur vos filleuls, tout cela sont des excuses. Et tout ce que vous allez dire voilà, sur vos prospects et vos clients, ce sont des excuses. Prenez 100% de responsabilité, travaillez sur vous-même, devenez votre grand atout, devenez votre premier atout, devenez votre premier avantage, de sorte que même quand ce n'est pas des filleuls qui sont là, vous vous dites, je suis le premier atout que je dois mettre en place et mon business va aller de l'avant. Voilà la concentration. Qualité 9, la générosité. La générosité d'un leader n'est pas à démontrer. Je pouvais même passer vite. Mais j'ai été frappé par une citation d'un monsieur, je ne le connais pas bien, mais sa citation m'avait un peu frappé. Il s'appelle Calvin Coolidge. Calvin Coolidge est un président américain. Je ne le connais pas. Enfin, il y a eu beaucoup de présidents. Celui-là, en tout cas, je ne connais pas. Mais sa citation m'avait marqué. Calvin Coolidge a dit ceci: personne
n'a jamais été honoré pour ce qu'il a reçu. Chaque distinction honorifique est une récompense pour ce que l'on donne. Personne n'a jamais été honoré, reconnu pour ce qu'il a reçu, mais chaque distinction honorifique est une récompense pour ce que l'on donne. Tu es un leader. Tu veux devenir un grand leader, tu dois donner le meilleur de toi-même aux autres. Partager ce que tu peux partager avec ta downline, avec tes filleuls, avec tes leaders. C'est à ce moment-là que l'on va te reconnaître comme un grand leader qui sera peut-être diamant, qui sera peut-être aigle, etc. N'importe quelle reconnaissance que vous allez avoir, que ce soit dans le plan marketing ou dans les challenges, ce sera parce que vous avez donné. Voilà ce qui m'avait frappé dans cette citation. Et la qualité de générosité, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir, on peut revenir, on peut revenir, mais je peux vous rassurer, nous pouvons même passer vite parce que nous en savons suffisamment. Nous savons que nous sommes suffisamment généreux et que nous devons être suffisamment généreux en tant que leader. Et la générosité d'un leader doit d'abord faire l'objet d'une remise en question. Parfois, nous ne faisons pas attention, mais alors posez-vous la question de savoir si vous êtes suffisamment généreux en tant que leader. Est-ce que vous cherchez continuellement des façons d'accroître la valeur de vos filleuls? Vous cherchez continuellement des façons de faire de vos filleuls des leaders, des personnes qui sont plus que ceux qui sont aujourd'hui. Ça, c'est être un leader. Est-ce que vous investissez suffisamment du temps? Est-ce que vous investissez de l'énergie? Est-ce que vous investissez des ressources en tant que leader pour que vous puissiez rendre les autres meilleurs? Voilà ce que l'on peut se poser comme question en tant que leader. Je ne voudrais pas trop m'étendre ici parce qu'il s'agit de la générosité. La générosité, c'est l'argent. La générosité, c'est ce que je partage de ce que je connais, de mes expériences. La générosité, c'est ce que je partage de ce que je peux avoir comme matériel. Tout ça, ça fait partie de la générosité. Alors, comment il faut améliorer la générosité à ce niveau ici? Première chose, il faut savoir offrir des cadeaux. J'ai mis un peu, il y a un peu d'erreur dans le texte, offrir des, et puis j'ai mis un cadeau. Offrir un cadeau, offrir un présent, ça, c'est important. Vous savez, il y a deux fois, nous offrons des livres, mais personne, parfois les gens ne se rendent pas compte de la valeur du livre qui est offert. Peut-être parce que on ne vous a pas offert ce livre, on a offert à quelqu'un d'autre. Parfois, on offre, moi, j'ai eu à offrir des livres qui me tenaient à cœur, des livres que je gardais pour moi-même. Et ces livres, j'ai eu à offrir à certains filleuls. Parce que je me suis dit, si c'est un livre qui vaut un bijou pour moi, ça vaudra aussi un bijou pour l'autre. Alors, donnons à ces leaders ce livre pour que ça l'aide à se développer. Et voilà la raison pour laquelle j'aime offrir des livres, par exemple. Utilisez l'argent comme ressource. Peut-être pour investir ici, peut-être pour organiser une activité, peut-être pour organiser une activité en faveur de vos downlines, peut-être même pour leur donner. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Devenez un mentor pour vos filleuls. Lorsqu'on devient un mentor, ici, le mentor, c'est différent du coach. J'aime le mentorat parce que le mentor, c'est celui qui a fait, qui fait et qui appelle les autres à faire comme lui. Le coach peut ne pas faire. Hein? Le coach peut être en dehors du terrain, mais son rôle, c'est de vous aider à passer à l'action. Mais le mentor, c'est celui qui a fait le même chemin que vous. Devenez ce mentor pour vos filleuls. Ça vous donnera l'occasion
de démontrer votre générosité en tant que leader. Parce que lorsque vous devenez le mentor pour vos fidèles, ça veut dire vous partagez absolument toutes les expériences que vous avez vécues pour que ça les profite aussi. Un mentor se dit lui-même. Un mentor partage tous les petits secrets qu'il a. Un mentor donne tout ce qu'il peut donner à ses filleuls pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. J'aime toujours, quand vous voyez mon parrain et le grand-parrain Baguidi quand ils sont ensemble, vous ne croirez pas. J'aime écouter quand le parrain Eloukou appelle le grand-parrain. Il appelle mentor, mentor. Oh, j'aime quand il appelle mentor. C'est reconnaître que celui-là, il m'a fait, il m'a donné ses secrets, il m'a aidé à devenir ce que je suis devenu. Même si je deviens meilleur que lui, même si je fais beaucoup plus d'exploits que lui, mais c'est lui le mentor. Il m'a montré le chemin. Alors, devenez mentor pour vos filleuls. Vous allez démontrer de la grande générosité vis-à-vis de ces filleuls et vous ferez d'eux des grands leaders aussi. Et ça, c'est très important. Qualité numéro 10, c'est l'initiative. Vous le savez bien, l'initiative caractérise un leader parce qu'on dit que la réussite est liée à l'action. Et dans un business comme le nôtre, où le leader n'a pas un chef, n'a pas un patron, n'a pas quelqu'un à qui il va rendre compte, le leader doit faire preuve d'initiative. Il doit faire preuve d'initiative, qu'il soit animateur adjoint, même, disons qu'il soit CP, animateur adjoint, ou même manager diamant, il doit faire preuve d'initiative. C'est ça être leader. Finalement, c'est ça qui consacre l'action. Mais combien de temps, combien de fois ne voyons-nous pas des leaders qui s'appellent leaders et qui disent qu'ils sont en marketing de réseau, marketing relationnel, mais qui sont sans initiative? Ça ne va pas vous caractériser si vous êtes sans initiative. Vous devez faire preuve de créer, d'innover, de prendre l'action, parce que c'est vous le chef, c'est vous le patron, c'est vous le PDG de vous-même, et vous devez chaque fois prendre de l'initiative et faire avancer votre activité. Chacun de nous a le devoir de fortifier son sens d'initiative, devenir pratiquement, si je peux appeler, un initiateur. Créer chaque fois, innover, réfléchir comment je peux faire mieux. Même quand j'ai bien fait, je peux faire mieux, mais comment je vais faire mieux? Comment je peux faire en sorte que les choses deviennent concrètes? Parce que c'est grâce à l'initiative, finalement, nous pouvons le dire, grâce à l'initiative, finalement, que nous allons faire que les choses arrivent, que les choses deviennent concrètes, que les activités produisent des résultats vrais. Généralement, vous allez vous rendre compte, et ça, vous pouvez le constater, ces gens ont des qualités. Et vous pouvez remarquer que les leaders qui prennent de l'initiative, vous faites partie certainement. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. Celui qui prend l'initiative, il sait ce qu'il veut. Et quand quelqu'un sait ce qu'il veut, il ne blague plus. Il va aller, il va marcher. Il va marcher avec assurance parce qu'il sait ce qu'il veut. Deuxièmement, c'est des gens, en fait, qui s'obligent à agir, qui s'obligent à passer à l'action. Il n'y a personne qui fait, c'est eux-mêmes qui s'obligent à passer à l'action. Ils se forcent à passer à l'action, à agir. Ils doivent agir. Ils se disent, je dois absolument agir, sinon ça ne va pas. Et ça, c'est important. Vous allez aussi remarquer que c'est des gens aussi qui acceptent de prendre des risques. Avoir l'esprit d'initiative, prendre souvent des initiatives, c'est aussi accepter le risque. C'est aussi prendre des risques. Très peu de personnes acceptent de prendre des risques.
C'est pour cela qu'ils ne prennent pas de l'initiative. Nous avons de temps en temps, lorsque nous prenons une initiative, peut-être nous allons y mettre de l'argent sans espoir que j'aurai de l'argent en retour, mais je prends l'initiative parce que je sais ce que je veux. Je marche avec assurance parce que je sais ce que je veux. Je calcule les risques et je dis j'y vais. Et vous allez remarquer aussi que ces personnes, les leaders qui prennent de l'initiative, c'est des gens qui commettent des erreurs. Ce n'est pas l'erreur qui compte. Les erreurs, plus on commet des erreurs, plus on va s'améliorer et on devient meilleur. Beaucoup parlent d'échecs. Moi, je n'aime pas parler. Vous avez remarqué, je ne parle pas d'échecs. Je préfère parler des erreurs. C'est-à-dire, dans le chemin où j'ai pris l'initiative, je commence à avancer, je commets une erreur, ça me fait tomber, je me relève. Je dis non, non, j'avance, je sais ce que je veux, je vais avec assurance. Je commets encore une erreur, je me relève. Je corrige maintenant l'erreur et je continue à avancer. C'est ça, prendre de l'initiative. L'initiative, c'est important pour un leader. L'initiative caractérise un leader. Vous ne pouvez pas prétendre être un leader si vous n'avez pas l'esprit d'initiative. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est des grands spécialistes, experts en leadership qui pensent que l'initiative fait partie des qualités d'un leader. Un leader est devant. Il doit savoir prendre des initiatives. Il n'attend pas seulement qu'on lui donne des ordres. Il n'attend pas qu'on lui donne des instructions. Il prend de l'initiative. Il anticipe. Il est proactif. Les proactifs commettent des erreurs aussi. Mais les proactifs acceptent de prendre des risques. Et les proactifs produisent des résultats parce qu'ils anticipent. Donc, c'est l'occasion pour nous de nous demander si est-ce que nous sommes des leaders qui prennent de l'initiative. Est-ce que nous sommes des leaders qui sont disposés à faire des démarches, à prendre des activités, à accepter d'aller de l'avant en prenant des initiatives sans forcément attendre quelqu'un d'autre, de manière à ce que je puisse produire les résultats que j'attends. C'est ça le leadership. Alors, comment améliorer l'initiative? Parce que je crois que je vais me résumer. Comment améliorer l'initiative? D'abord, ça commence par l'état d'esprit qu'il faut changer. J'ai toujours dit, et je le redirai toujours, que nous avons besoin de notre état d'esprit pour devenir meilleur. Nous avons besoin de notre état d'esprit plus que tout autre pour avoir des résultats dont nous avons besoin. Nous avons besoin de notre état d'esprit plus que tout autre pour être des leaders à succès, des leaders efficaces. J'ai aimé, parce que je parlais tantôt de l'événement grandiose que FLP a organisé avec les GLT que nous avons suivis en ligne. Kobil Etseleku a dit, devenir GLT, devenir grand, devenir un leader à succès, faire des millions comme elle, c'est être dans l'action. Mais c'est aussi embrasser le développement personnel. Elle a dit, embrace the personal development. Je ne sais pas si l'accent est bon, mais embrasser le développement personnel. Et pour embrasser le développement personnel, c'est vraiment le changement de l'état d'esprit. C'est ça qui fera de nous des leaders d'initiative. Vous savez, mes chers amis, en marketing relationnel, les leaders qui excellent, les leaders qui sont des leaders à succès, sont des leaders d'initiative. Ils font les choses avec indépendance et ils prennent tout le temps les initiatives parce qu'ils veulent avancer. Ça, c'est leur mental qui joue. C'est leur état d'esprit qui est orienté vers l'initiative. Il faut commencer par là. Si vous savez que vous êtes un leader qui prend souvent de l'initiative, vous allez vous rendre compte que vous avez un mental différent, un état d'esprit qui est différent. Mais si vous savez que vous êtes un leader qui ne prend pas souvent de l'initiative, alors changez votre état d'esprit maintenant.
orientez votre état d'esprit vers l'état d'esprit d'un leader qui prend souvent des initiatives. N'ayez pas peur, prenez des initiatives, prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de commettre des erreurs, n'ayez pas peur d'avoir des résultats faibles. Prenez des initiatives. Je me suis toujours rappelé du jour où, lorsque je suis devenu manager, fin juin 2016, je deviens manager. Juillet 2016, je me suis dit, ici, là, comme je veux faire mon Forever to Drive, je fonce. J'ai pris de l'initiative, mes chers amis. J'étais seul, individuel, vraiment une initiative individuelle. Je suis allé à Kitambo. Vous connaissez la salle qui est de Saint-Georges là. On appelle Mona Lise ou Mona Lux, je ne sais plus. Cette salle, c'est une grande salle. C'est une salle, je crois que ça m'avait coûté $150 par heure. J'ai payé, on m'a dit $150 par heure. J'ai payé pour 1 heure parce que je ne pouvais pas payer pour 2 heures, ça me ferait $300. J'ai imprimé beaucoup d'invitations. Je ne sais plus si j'en avais imprimé 500. Je me suis dit, je vais avoir des gens à Kitambo. Je vous raconte l'initiative. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur, prenez des initiatives. Vous êtes des leaders. J'ai commencé à faire pratiquement le porte-à-porte pour distribuer les invitations dans le quartier qui prolonge Vélodrome. Alors, je suis allé. J'ai même donné une invitation pour le bourgmestre de Kitambo. Le samedi après-midi arrivé, je me suis pointé dans la salle où j'avais payé $150 pour une grande salle pour 1 heure. C'est-à-dire, si je passe 1 heure, on me dit c'est fini. Ou j'ajoute, ou j'arrête. Et vous savez, dans notre activité, les prospects ne viennent jamais à temps. Enfin, souvent pas. Je me suis pointé à l'heure, j'ai préparé tout le matos, projecteur, diapositive, tout, j'étais là. J'attendais, je me suis dit, ici, là, j'attends les gens de pied ferme. Mes chers amis, j'ai eu 2 personnes, je répète, dans une salle où j'ai payé $150, j'ai eu 2 personnes, le représentant du bourgmestre et une autre dame qui est pharmacienne. Quand les deux sont arrivés dans la salle, et je regarde la montre, j'ai dit ici, là, je ne peux plus attendre, sinon on me taxera de payer 2 heures. J'ai déjà payé pour 1 heure, ça suffit. Alors je fonce, je commence ma présentation, je termine. Le représentant du bourgmestre m'a promis de faire rapport au bourgmestre. Moi, j'attendais des prospects qui vont se décider de commencer. Lui, il va aller faire rapport au bourgmestre. Et ensuite, la dame m'a dit qu'elle allait réfléchir, etc., etc. Et je devais clôturer pour libérer la salle. Ça devait être un choc, mais ce n'était pas du tout un choc. J'ai pris ça sportivement et positivement. Je me suis dit, on continue. Et après ça, il y a eu d'autres initiatives. N'arrêtez jamais de prendre des initiatives. N'attendez pas que des occasions frappent à votre porte. N'attendez pas que les gens viennent. N'attendez pas que les POA se présentent. N'attendez pas que les one-to-one se présentent. Allez-y, créez des POA, créez des one-to-one, créez votre prospection, créez votre vente. Parce que pour avoir un ancien client, il faut que ce soit un nouveau client. Et pour qu'il y ait un nouveau client, il faut que vous ayez fait la première démarche. Quand vous faites la première démarche et que vous gagnez ce client, il deviendra ancien client qui va commencer à acheter. Mais il ne faut pas attendre que les occasions frappent à votre porte. Les occasions ne frappent jamais à nos portes. Faites un exercice, restez à la maison toute la journée. N'utilisez pas le téléphone, même pas pour prospecter en ligne, etc. Vous ne verrez pas un prospect venir pour dire « je suis venu, je suis prospect ». Donc, même pour faire le suivi, c'est nous qui faisons le suivi. C'est nous qui donnons au prospect qui a
qui a écouté notre occasion d'affaires, le goût de pouvoir commencer grâce au suivi. Mais n'espérez jamais que ce prospect-là, un jour, il va m'appeler. Non, les occasions ne frapperont jamais à notre porte. Le leader qui est un leader d'initiative n'attend pas. Franchissez l'étape suivante dès qu'une idée vous passe par la tête. Une idée est passée par la tête, peut-être que vous étiez au lit, peut-être que vous étiez... Dès que l'idée passe, mes chers amis, combien de personnes sur Terre ont des bonnes idées? Pendant qu'il est en train de se laver, une très bonne idée passe dans sa tête. Il dit, waouh, c'est une bonne idée. Mais l'étape qui va suivre, l'étape suivante, c'est là où les gens n'osent pas. Franchissez cette étape. Agissez dès que vous avez une bonne idée. N'attendez pas l'approbation d'un parrain, je peux vous le dire. Nous sommes des filleuls qui n'attendent pas d'approbation des parrains. Je partage avec mon parrain mon objectif, mes objectifs, on échange et mon parrain me donne son appréciation. Mais quand je veux mener mes activités, quand les idées viennent, des initiatives qui viennent, je n'attends pas l'approbation du parrain, je fonce. Je fonce parce que l'idée est venue. Voilà un peu ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer l'initiative. Alors, mes chers amis, comme qualité 11, c'est l'écoute. L'écoute pour un leader, c'est très important. Un leader doit toujours être à l'écoute. L'oreille d'un leader doit s'accorder avec la voix du peuple. L'oreille d'un leader doit s'accorder avec la voix de ses collaborateurs, la voix de ses filleuls. Un leader doit être à l'écoute. Parfois, nous manquons d'écouter. Parfois, quand on nous fait un feedback, peut-être que ce feedback, nous le prenons, mais nous n'agissons pas en fonction de ça. Il faut toujours écouter les autres. Mes chers amis, quand je parle d'écouter les autres, ça veut dire que nous sommes en relation avec les autres. Nous sommes en contact avec nos filleuls. Nous sommes en contact avec, dans la vie, dans l'univers du marketing relationnel, il n'y a pas que les filleuls. Nous ne faisons pas preuve de leadership seulement vis-à-vis de nos filleuls, mais aussi vis-à-vis des clients, vis-à-vis des prospects, vis-à-vis d'autres leaders aussi, etc., etc. Et nous devons être une personne qui est vraiment en relation avec les autres et être prêt à écouter les autres. Nous devons être prêts à écouter nos filleuls, oui, c'est la première chose. Nous devons être prêts à écouter nos clients. Nous devons être prêts à écouter nos prospects. Nous devons être prêts à écouter d'autres leaders, parce que d'autres leaders peuvent être pour nous des concurrents. Mais en les écoutant, nous pouvons tirer toujours quelque chose qui va améliorer notre business. Nous devons être prêts à écouter nos mentors, nos parrains, nos marraines, nos uplines. C'est cet univers-là d'écoute de tout le monde qui fera que vous puissiez être un leader qui avance. Un leader qui a une bonne écoute, change beaucoup dans son business, se remet en question de temps en temps, améliore à partir de ce qu'il a entendu des autres. Je peux vous garantir, j'ai eu à agir sur certains points parce que j'ai écouté certains leaders. Je peux vous dire, par exemple, Nancy, j'ai eu à écouter beaucoup Nancy dans ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, elle est très pratique dans ce qu'elle fait. Elle m'a beaucoup inspiré, surtout au début, et j'ai eu à capter beaucoup de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ses pratiques et tout, et ça m'a permis de pouvoir créer, améliorer. Je peux vous dire, par exemple, le jour où j'ai entendu Nancy parler de challenge, moi, je ne savais pas c'était quoi. Elle m'a dit, non, j'ai organisé un challenge dans mon équipe. J'ai dit, Nancy, viens, explique-moi un peu. Qu'est-ce que tu entends par challenge? C'est quoi le challenge? Tu as fait comment? Dis-moi en pratique qu'est-ce que tu as fait. Elle m'a expliqué, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. J'ai dit, ah, c'est comme ça, ok. Merci de m'avoir expliqué. Je crée la même chose. Ça m'inspire et je crée des challenges.
Des challenges, avant même de devenir manager, j'ai créé des challenges qui m'ont permis justement de pouvoir aider d'autres filles à aller de l'avant. Voilà, ce n'est pas venu de moi, ce n'est pas venu de mon parrain, mais c'est venu d'un autre leader. Je me suis mis à l'écoute. Je peux vous donner encore beaucoup d'autres exemples comme ça, des choses que j'ai eues ici et là. Ce n'est même pas par une formation, mais au cours des entretiens à deux et tout. Et le fait d'écouter les autres m'a permis de pouvoir améliorer mon activité. Et ça, c'est important, la qualité de l'écoute. Alors, comment améliorer l'écoute lorsqu'on est un leader? D'abord, il faut trouver le temps d'écouter. Écouter les clients. Parfois, les clients nous donnent des feedbacks, il faut écouter. Parfois, les clients nous amènent des objections, il faut écouter. Le fait d'avoir écouté un leader, c'est pour ça que nous devons faire le suivi. Plutôt un client qui a acheté récemment, il a acheté le CNF, je crois, il n'y a pas très longtemps, et elle est en cours, je crois qu'elle est au 4e jour. Mais je vous dis que heureusement que je pose des questions. C'est quelqu'un qui était prête à abandonner son programme C9. Pourquoi? Elle me dit, écoute, je me sens très faible, je crois que mon organisme ne supporte pas ce programme. C'est un feedback. Parce que moi, j'ai pris le temps de lui poser la question. Le premier jour, comment ça va? Vous avez commencé? Comment ça évolue? Ah, j'ai faim de loup. OK, prenez des pommes et tout. Deuxième jour, ah non, je crois que je ne supporte pas, mon organisme ne supporte pas ce programme et je veux abandonner. Je lui ai dit non, ton organisme le supporte. Ton organisme s'est habitué à manger beaucoup de choses, peut-être même de grandes quantités. Et ton organisme se rend compte que ça ne vient pas. C'est pour ça que tu te sens faible. Et quand tu te sens faible, va chercher les pommes. Les pommes sont très riches en vitamine C. En un coup, vous allez vous sentir en forme. Et elle est allée chercher les pommes, elle ne se plaint plus. Et au 4e jour, j'ai encore posé la question, comment ça marche? Ah, je me sens faible, je m'accroche, je crois que je vais avancer. C'est vraiment bizarre. Maintenant, je me rends compte que mon estomac était vraiment habitué à être plein. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui dit mon estomac était habitué à être plein. Et maintenant, je n'ai plus ça. J'ai dit justement, c'est ça qui va faire tout le changement que tu vas remarquer dans ton corps et dans tes habitudes. Continue ainsi. Donc, écouter les clients, c'est très important. Écouter leur feedback par rapport à nos produits. Écouter aussi leurs objections. Écouter les filleuls, écouter les mentors, écouter les prospects, écouter. Il faut trouver le temps d'écouter. Je ne vais pas vous révéler des secrets desquels moments je vous laisse parfois vous exprimer et puis moi je reçois, je vous lis entre les lignes comme j'ai écrit ici. Rencontrer les gens sur leur propre terrain est très important, c'est-à-dire les rencontrer dans leur zone de confort, c'est très important. Vous les écouterez mieux lorsque vous les rencontrez sur leur terrain, dans leur zone de confort. Et puis savoir lire et écouter entre les lignes. Lorsque quelqu'un parle, il faut, il faut, il faut détecter ce qui n'est pas dit, les non-dits. C'est là où on parle de la communication paraverbale. La communication paraverbale n'apparaît pas dans la communication verbale. Et vous devez apprendre à détecter, à lire entre les lignes, à détecter ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit. Voilà, c'est des choses que beaucoup connaissent déjà avec la PNL et tout. Donc, c'est à ce niveau ici qu'on améliore l'écoute, c'est à ce niveau ici qu'on s'améliore soi-même et on retient les feedbacks. On peut voir comment avancer avec les feedbacks. Un leader écoute. Un leader est à l'écoute. Un leader, un leader écoute même ce qui n'est pas dit. Un leader écoute même ce qui n'est pas dit. C'est pour ça que je dis, sachez lire et écouter entre les lignes. C'est très important. C'est la communication paraverbale. Et on peut s'exercer à ça. Voilà, mes chers amis, on a pris quand même
une heure de temps ou un peu plus à parler encore des 5 autres qualités de leadership d'un leader. Et pour moi, c'est très important. Je vais vraiment aller jusqu'au bout. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Et pour moi, c'est important de pouvoir parler de ce genre de qualité d'un leader pour que cela vous aide à devenir mieux que moi, plus grand leader que moi. Et lorsque vous serez des plus grands leaders que moi, c'est moi maintenant qui viendrai me ressourcer chez vous. Alors, soyons là, accrochons-nous, de sorte que vous puissiez vous-même prendre la mesure. Comme j'avais dit au début, s'il y a une qualité que je cite et que vous sentez que vous excellez dans cette qualité, renforcez seulement parce que vous savez désormais que c'est une qualité d'un leader efficace. S'il y a une qualité, par contre, qui n'est pas, où vous avez des problèmes qui est à améliorer, alors prenez compte de ça et faites en sorte que ça vous aide à affirmer votre leadership. Je voudrais juste reprendre et vous dire que n'eût été le fait pour moi de passer à la formation Accelerate, il y a bien des aspects de leadership que je n'allais pas renforcer. Je l'ai toujours dit, l'Accelerate m'a aidé à renforcer, à me renforcer dans le leadership, à prendre encore plus confiance en moi-même pour que cela devienne encore plus efficace pour moi. Et donc, il y a toujours une formation qui vous aide. Moi, je vais planter les graines, je vais continuer à planter les graines. Ce sur quoi vous êtes déjà bon, renforcez, et pour les autres, faites en sorte que ça devienne une qualité de leadership qui va faire que vous soyez des grands leaders. Ici, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau. On va continuer avec les 5 autres qualités la fois prochaine, donc le lundi prochain. Je voudrais à ce niveau, justement, euh, à ce niveau, je voudrais